Bonsoir, bienvenue dans RS, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end. Nous allons débriefer toute l'actu sport mécanique. Je sais que Rémi va être un électron libre ce soir, je sais pas, je le sens pas. Mais Comment Rémi... ça je le sens pas? Il est chaud comme la braise. Justement, c'est parce qu'il est trop chaud. Ça va Rémi? Ça va très bien. Oh là là, t'as l'air bien trop sérieux avec ta veste là. C'est un petit peu trop Et calme. t'as vu que, Mais oui, comme tu faisais la réflexion depuis 3 semaines... Mais là ça y est, ça a été sponsorisé Gillette, Exactement. on a un nouveau sponsor. Voilà. Et il a perdu 10 ans. C'est incroyable. C'est vrai, c'est la perfection au masculin. Exactement. Par contre, toi, les rasoirs, ça marche toujours pas. Moi, j'ai pas trouvé, toujours pas de sponsor. Ouais, exactement. Tu vas nous parler de quoi, mon cher Anthony? Plein de choses. On va parler moto avec Rémi, évidemment, mais je vais parler du Nürburgring, je vais parler de Fuji, je vais parler de plein d'autres petites news. Du coup, voilà. Évidemment, parce qu'on s'est régalé en endurance avec les bons pneus Michelin qui ont tenu. Exactement, avec une victoire d'Alpine. On va en parler sur cet édito de notre Anthony Drevet. Pardon, j'écorche ton nom, c'est ridicule. Mais à tes côtés, Rémi, nous recevons un pilote sartois qui s'appelle Mathis Poulet. Comment vas-tu, Mathis? Merci d'être avec nous sur RS. Très bien, avec grand plaisir d'être avec vous ce soir. Désolé, tu es assis à côté de Rémi. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne peux pas être tenu responsable. Mais... On a dit qu'il y avait la MotoGP, on va débriefer le Superbike et le Supersport aussi, parce qu'il y a eu une Marseillaise. Exactement. C'est le week-end des Marseillaises d'ailleurs. Hein. Franchement, on est bien là au niveau des victoires françaises. Eh ouais. Bon, on va parler évidemment de Marc Marquez. Mais Mathis Poulet, tu es vainqueur du volant ACO en 2015. Je refais un petit peu ton palmarès parce que c'est déjà très impressionnant. Tu as été pilote karting FFSA en 2018 avec Dorian Pain. En 2019, tu as participé au championnat F4 FFSA avec Isaac Adjar. Autant dire qu'il a un sacré coup de volant. Le titre en P3 en Ultimate Cup Series en 2021 et aujourd'hui, tu roules en Ligier European Series chez Trajectus. Un vrai pilote, donc ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Merci de nous faire cette confiance. Ça se passe bien cette saison ? Cette saison, oui, ça se passe bien. C'est vrai que la Ligue Européenne Series, c'est la vraie première marche de l'endurance. Donc, c'est vrai que c'est très, très cool. Et puis, avec Trajectus en plus et Benoît Tréluy, donc, qui est mon team manager, c'est vrai que c'est une super belle saison. La classe, quand même. Hein. C'est très, très cool. Et puis, surtout, pour nous, en tant que jeune pilote, avec mon coéquipier, puis également tous les pilotes qui sont chez Trajectus, c'est vrai que c'est une vraie plus-value de l'avoir avec nous. Donc c'est vrai que c'est top. C'est la pression d'avoir un team manager qui a autant de palmarès comme Benoît Tréluy peut l'avoir ? Moi, je ne prends pas ça comme une pression, je prends plutôt ça comme une opportunité. C'est vrai que pour nous, c'est vraiment top d'avoir quelqu'un d'aussi expérimenté, aussi bien en tant que pilote et aussi bien en tant que metteur au point. Parce que c'est vrai que nous, on découvre la JSP4 cette année. Anthony le sait très bien aussi, parce qu'il commente les courses. Et c'est vrai que c'est pas facile, ça n'a pas été facile en début de saison, mais on a vraiment réussi à bien remonter la pente. Et c'est aussi grâce à lui et son expérience, justement, qui nous permet d'être bien dedans. Donc, c'est cool. Bon, très bien. On va en parler bien évidemment plus longuement. Tu vas nous expliquer comment tu en es arrivé là, ce que tu ambitionnes pour l'avenir. En tout cas, ça va être passionnant. Je vous propose de démarrer tout de suite avec la moto, parce qu'il y a beaucoup à dire. Bon, évidemment, on va parler tout à l'heure de Marc Marquez, parce que je ne voudrais pas mettre... le bordel dans les assets de notre cher Arthur, parce que je vois que Marquez c'est un peu plus loin. On va parler de Pecco Bagnaia. On en a beaucoup évoqué le sujet sur les précédentes émissions. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, Pecco, il est revenu flamboyant. Et on dit qu'il a eu de nouvelles pièces, un bras oscillant, ou c'est dans la tête, c'est l'effet placebo. Qu'est-ce qui s'est passé, Rémi ? Alors, des nouvelles pièces, c'était les pièces de l'année dernière. Mais et pourquoi pas ? Mais s'il était plus à l'aise. Pourquoi dans ce cas-là, c'est ce qu'il même lui l'a dit, pourquoi il n'a pas essayé ça à 5 Grands Prix de la fin, c'est trop tard. Il le demandait, je crois, depuis un petit moment, non ? Non, mais s'il avait vraiment voulu, moi, je pense aussi, ça a joué un petit peu. Il y a eu également le fait que Marc Marquez était fébrile, parce que même quand on est Marc Marquez, quand on va enfin regagner un titre après des blessures, des souffrances, Marquez a failli abandonner sa carrière, c'était le jour de sa résurrection. En fait, on a eu en moto un week-end, si vous êtes croyant, de résurrection totale. Oui, la pole, la victoire en sprint, la victoire en principale. Il a tout gagné, donc lui, la résurrection. Marquez, la résurrection va y venir parce qu'il est champion du monde. Et puis, en Superbike, un garçon qui gagnait plus depuis une quinzaine de courses, Boulega, qui a également gagné à nouveau tout le dimanche. C'est vraiment, c'est absolument incroyable ce qui s'est passé. Mais le plus incroyable des trois, c'est quand même Pecco Bagnaia. Il a tout fait, c'est un week-end parfait. Il a fait pole de la course, enfin en tout cas des courses, victoire course au sprint, victoire en dominant la course principale. C'est vrai que ça lui était pas arrivé depuis un petit moment. Après, on est là, il a fait son boulot. Oui. Il était champion du monde il y a 2 ans. C'est lui qui connaît la machine mieux que Marc Marquez normalement. Il aurait dû être là et secouer Marc Marquez. Et dès Buriram,
Marquez, à la première course, lui a mis la pression psychologique et il a pas tenu le choc. C'est facile de commencer à gagner des courses, ce qui veut dire en gagner d'autres maintenant, Mais- une fois que tout est terminé. Oui. Mais est-ce que ça voudrait dire que pour Pecco, la meilleure bécane pour lui, c'est celle de l'année dernière? Probablement, mais il n'a pas eu la capacité d'adaptation de Marc Marquez. Et Marquez, je vous rappelle qu'il a passé 2013-2023 chez Honda, qu'il arrive dans une équipe bis, qu'il a laissé un salaire de plus de 11 ou 12 millions Oui. d'euros chez Honda pour venir dans une équipe où il a roulé gratuit avec simplement ses sponsors, l'équipe, pas l'équipe bis, la troisième Oui, oui. équipe, et il gagne là maintenant. Oui, parce que c'est pour ça, j'ai vu beaucoup de choses sur les réseaux en disant « Oh là là, mais quel comeback, il a pris la meilleure machine ». Quand il fait le choix de venir chez Ducati dans une équipe privée, je pense que le défi, il était Mais largement est-ce que difficile. Tu as bien raison. Et est-ce que la moto était bien pour Bagnaia avant? Et finalement, la nouvelle mouture, peut-être que je me trompe, mais ne va que à Marc Marquez, un peu comme Verstappen développe la voiture un peu que pour lui. Alors, c'est un petit peu ce qu'a déclaré Alvaro Bautista. Il a dit attention, le piège maintenant pour. D'ailleurs, à l'époque, c'était comme ça chez Honda, il n'y avait que lui qui s'en sortait. Il a dit attention, parce que lui, il vient des Grands Prix, il roule avec Ducati, il sera encore en Superbike l'an prochain avec l'équipe 2. Et il a dit attention à ce que Ducati ne se focalise pas sur cette moto pour Marquez et que ça devienne inconduisible pour les autres, parce que pour l'instant, ils sont encore bien, les autres. Mais. Effectivement, ta question est pertinente, il peut y avoir ce risque-là. Et qu'est-ce qui les a amenés à tester les pièces d'avant? Ils se sont dit, ça marche plus du tout, qu'est-ce qu'on peut faire? De toute Peut-être façon, revenir avant. il n'y Ils ont arrivait rien à pas. perdre. Il y avait une incompréhension totale et c'est pas non plus une pince. Hein. Il a été Non, champion non. du monde en MotoGP. Et certes, il est en dessous du talent de Marc Marquez, mais il y avait quelque chose. Je pense qu'il y a eu les deux. Un, il s'est dit, enfin, il se raccrochait à ça. Enfin, j'ai mes pièces. Et deux, bon ben voilà, ça y est. De toute façon, le titre, il était perdu. Oui, donc, clairement. il n'y avait plus que les Marquez qui pouvaient être champions du monde. Tu suis la moto, Mathis? Je la suis, ouais, effectivement. Alors, j'ai pas eu l'occasion ce week-end, mais Ouh. effectivement, c'est dommage qu'apparemment c'était un super beau week-end. J'ai vu deux, trois extraits et tout, c'était vraiment top. Mais j'ai pas eu l'occasion de suivre vraiment toute la saison complète, mais c'est vrai que c'est super intéressant et T'en as jamais fait, toi, en titre perso, en tant que pilote? jamais. J'aimerais bien tester, Ah. mais que les petites catégories, parce que les MotoGP, j'ai regardé, ça va trop vite. Tu veux pas faire comme Lewis Hamilton, Non, toi, il parce veut que- un derby Senda. Ok, on va te trouver ça. Mais bon, on pourra essayer avec plaisir. Mais non, c'est vrai que c'est un super sport. Et puis, c'est vrai qu'on en parlait sur la moto. Je pense qu'il y a l'effet confiance qui joue beaucoup. Et le fait de revenir sur quelque chose qui était plus facile peut-être pour lui et beaucoup plus confort, Ouais. ça joue aussi beaucoup. Enfin, j'en Parce parlais que toi avec qui es le jeune Rossi. pilote, tu penses que la confiance en pilote de voiture, ça joue pas? Ah si, si. Quand Norris, il voit que Piastri prend l'ascendant sur lui, et tu penses que Piastri, c'est pas au mental qui... Ah si, je pense que Piastri l'a mangé au niveau mental, effectivement. Ouais. Il y a Et, une petite heure, il fait. Un petit peu beaucoup même. Mais bon, ça va être serré, je pense. Évidemment, je vous l'ai dit, on parlera du sacre de Marc Marquez, mais on va revenir sur sa course. Tu l'as dit, il était fébrile. C'est vraiment pour ça qu'il termine deuxième de la sprint. Il assurait. Et est-ce que finalement, c'est pas ce qu'il fallait? Nous, on en a déjà parlé sur une émission. Et on se rappelle, Douane avait dit à Alex Rivier, t'inquiète pas, les gens se rappelleront pas que tu as terminé P6. Ils se rappelleront que tu as été champion du monde. Est-ce que c'est un peu ça qu'il a fait Marc Marquez? Bien évidemment, je me souviens de garçons qui, le jour de leur titre, ne sont pas champions du monde. Sébastien Charpentier, Forel lui fait pas de cadeau, il le bat. Je crois que Fabien Forel, le jour où il est champion du monde à Imola, il ne peut pas gagner cette course cette fois-là. C'est ce qui importe, c'est d'être champion. Bah, évidemment, le mieux, c'est de pouvoir gagner en étant Oui. champion. C'est l'idéal. Mais la maintenant. célébration, c'est la même. Hein. Sur la vidéo de Canal+, on voit toujours la même chose quand Oui, il oui. gagnait avant. ou pas. On voit Alors- surtout beaucoup d'émotions, comme on a souvent vu dans toute sa carrière un Marquez souriant, charismatique. Là, on retient les larmes, l'émotion. Mais pourquoi? Parce que, et ça je ne le savais pas, je savais qu'il a souffert. Il a failli arrêter sa carrière, il a failli perdre un bras. Il a reconnu, là, il a dit « je suis revenu trop tôt », par fierté après l'accident de Jerez, quand il y a Quartararo qui commence à monter en puissance. Mais son père a dit, l'année dernière encore, quand il est dans cette fameuse équipe 3, à Silverstone, il dit à son père, j'ai plus de puissance, rien. Même là encore, il se demande s'il va continuer l'année dernière. Donc vous vous rendez compte. Et gagner un titre comme ça, c'est C'est un des plus grands comebacks de l'histoire. Franchement, en sport, je veux bah, dire. c'était le sujet suivant que j'allais lancer. Mais parlons-en tout de suite. Marc Marquez, le 7e titre de champion du monde, il Attends, égale de la Rossi. grande Dans la catégorie. grande catégorie, sinon ça fait 9. 9. Est-ce qu'il y a 125 et Moto 2, si je dis pas de Ouais, bêtises? mais Liberty Media ne veut plus qu'on parle des petites catégories. Je trouve ça inadmissible, mais En bon. tout cas, 7 titres MotoGP, c'est énorme. Et c'est vrai que j'en ai beaucoup parlé de la guéguerre Rossi et Marquez qu'on se livre tous les deux, mais il faut avouer
que c'est un sacré champion, que c'est tellement mérité. Le comeback qu'il a fait après ses déboires avec Honda, de revenir chez Ducati, comme tu l'as dit, sur une équipe satellite, puis revenir là, à la maison mère, et être aussi impressionnant, là où on le pensait, cramé avec son bras, il faut avouer, c'est une légende, Marc Marquez. Bah, il a 32 ans. Je me souviens, à ma grande surprise, Huub Zoutmel, qui avait été champion du monde de vélo à 40 ans, je me souviens du retour de George Foreman. C'est énorme, à 40 piges aussi. C'est de la boxe, c'est dangereux. Tiger Woods revient, mais là, il a failli mourir. Ensuite, il a failli perdre son bras. Et qui pensait... Je vais vous citer simplement... Robert Kubica, peut-être. Je vais vous citer surtout ce que disaient les haters de lui. De 2016 à 2019, Marc Marquez, il ne peut gagner que sur Honda. Ensuite, de 2020 à 2023, il se frottait les mains. Marquez, il est fini. Il ne gagnera plus jamais un titre. En 2024, ils ont dit Pecco sera toujours plus fort et le battra toujours sur la moto d'usine. On peut dire qu'ils étaient clairvoyants. Et ensuite, les fans de Rossi disaient voilà, mais il n'arrivera pas à gagner sur une deuxième machine. Je vais vous rappeler que oui, Honda et Yamaha, mais il me semble que Valentino Rossi, il n'a pas trop gagné quand il est passé sur Ducati, il n'a rien gagné du tout. Non, mais est-ce que c'était les mêmes... Non, alors c'était peut-être pas les mêmes. Ils n'étaient pas mais enfin, maintenant. Stoner avait gagné avec Ducati, donc c'était pas impossible de gagner avec mais Ducati. Mais t'as des générations qui marchent pas, moins. Tu vois, oui, mais normalement, il est censé être bon metteur au point. On ne saura jamais si Rossi, aujourd'hui, tu le mets à la place de Bagnaia, ça se trouve, ça aurait été le duel incroyable. C'est peut-être dommage d'avoir arrêté trop tôt. On ne le saura jamais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la célébration, c'était un beau moment. On l'a vu vraiment, beaucoup d'émotions, il ne se retenait pas. C'était un moment comme on aime les voir dans le sport, quoi. Bah, je vous avais amené son livre, une fois, vous vous souvenez. Hein. Il parlait de son grand-père. Il parlait de son grand-père, mais là, il y a une chose qui est très, très, très forte. C'est ce qu'a dit Xavier Siméon, qui lui a rendu hommage, qu'on a reçu dans cette émission. C'est vraiment un projet familial dans la souffrance, vous imaginez. En fait, il a eu ses deux fils, Julia Marquez, qui ont été champions du monde tous les deux. Là, il a son fils, le deuxième, qui a gagné pour la première fois 2 grands prix là maintenant cette année. Et il voit son fils il a vu son gamin au bord des larmes. Et Dieu sait qu'il a dû au mal, Marc Marquez. Et il voit peut-être, parce que c'est pas encore fini, mais il voit peut-être, parce qu'on a la résurrection de Pecco Bagnaia, il voit peut-être son deuxième fils qui va être vice-champion du monde, auquel cas, bien évidemment, c'est du jamais vu. C'est incroyable. On est d'accord, 2 frères qui sont au sommet de leur art. Il y a eu les frères Saron, mais qui ont été au sommet dans les catégories différentes. Non, mais puis surtout, d'être champion et vice-champion, je crois pas. Même les frères Schumacher l'ont pas fait, quoi. Quelle famille. Incroyable famille. Une image que j'ai adorée aussi, c'est après... il avait son sacre et tous les pilotes qui viennent lui taper sur l'épaule, Alex il tombe dans les bras en roulant, Quarta qui vient lui dire bravo et on voit, il dit merci. Enfin, c'était vraiment, c'est ce qu'on aime voir. J'ai vraiment kiffé ce moment-là. C'est du respect quand t'es blessé comme ça, que t'as piloté avec un bras ennemi, que tu reviens, que des années de galère, parce qu'on parle d'un champion qui gagnait tout, hein, qui emplâtrait tout. Et ce jour-là, à Jerez, il a Quartararo qui est devant, c'est un jeune qui monte, il se dit, je veux pas le laisser. Alors que déjà, il fait une remontée fantastique le jour de sa blessure. Hein. Il tombe alors qu'il est, je crois, de mémoire à la 2e place, et après ça, il va revenir trop vite par fierté, il l'a dit. Et donc, Rémi, c'est une énorme erreur qu'il a faite. Ça veut dire que là, les frères Marquez, champion du monde, vice-champion du monde, ça n'a jamais été vu dans aucune catégorie voiture ou moto. Non, mais c'est pas fini, attention quand même, c'est pas... Il revient, Pecco, hein, avec des week-ends comme ça. Tout le monde disait, depuis quelques courses, c'était Bezzecchi qui remontait, on pensait que Bezzecchi arrive à peut-être prendre la 3e place au championnat. S'il n'y a pas Martin qui le shoot, c'est bon, hein. Qu'est-ce que, pour toi, ton analyse, enfin, tu as commenté tellement de GP, c'est quoi son but à Marquez? Parce que là, finalement, il a montré quoi? Il a montré qu'il n'était pas terminé avec Honda, que c'était peut-être la moto qui avait des soucis, qu'il est revenu au top. Comment tu le vois, son erreur? Est-ce qu'on sait à peu près ce qu'il pense et qu'est-ce qu'il veut faire? Ce qu'il veut, c'est continuer à gagner, prendre un titre de plus. On rappelle qu'Agostini, c'est 8 titres en catégorie. C'est ça, je vais te demander, c'est quoi le record. Donc déjà, il va essayer d'égaler ça et d'aller un peu plus haut. Mais je ne suis pas persuadé, malgré ce que pense Valentino Rossi, que l'obsession, c'est les chiffres. Ce qu'il veut, c'est continuer à se faire plaisir. Je pense et j'espère savoir que t'es le pilote le plus titré de l'histoire de la moto parce qu'il a fait. Mais ça bouge tout le temps. Tu vois, Alain Prost, moi j'ai lu une petite statistique, tous les records qu'il avait quand il a terminé. Oui, après il s'est fait battre par Schumacher et puis Hamilton est arrivé et il y a eu aussi une égalisation. Peut-être que Verstappen sera capable de le battre. Là, à moto, c'est pareil. Il y aura peut-être un nouveau prodige qui va arriver. Aussi Marquez, sinon il n'y en a pas eu tant que ça. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, du coup là, s'il montre que c'est lui le patron. Le 93, ce ne sera pas qu'un numéro. Oh, j'ai bien retenu mal son nom. Ce qu'on va juste souhaiter,
c'est que ça soit un petit peu plus ouvert, avec un petit peu plus de suspense l'année prochaine, parce que dès la course en Italie, Ducati était déjà champion du monde constructeur, et là, qu'il reste encore une ribambelle de Grands Prix Outre-mer, à l'Indonésie, l'Australie, et qu'il y a encore Portimao et Valence à la fin, c'est déjà fini, quoi. Ouais. On va regarder des Grands Prix pour la place de vice-champion du monde, et de la 3e place sur le podium. Bon, très bien. En tout cas, c'était très très cool. On va parler des Français aussi. Avec qu'est-ce qui s'est passé du coup pour Fabio Quartararo qui termine 6. Et Zarco, il a abandonné. Pour la course sprint, oui, il a abandonné, mais il a expliqué. Il est gêné au début, il a failli rouler sur Jorge Martin, Martin qui s'accroche avec des équilles. Et puis il se reblesse. Il se reblesse encore. Le mec est champion du monde, il aura passé sa saison blessé, il aura fait 1 ou 2 courses. Et là, et Johan, du coup, il a expliqué, sur cette course sprint, il n'y avait plus rien à apprendre. Donc, une fois qu'il a vu que c'était comme ça, qu'il ne marquerait pas de points, parce qu'il n'y a que les 9 premiers qui marquent, il a préféré rentrer pour faire un Grand Prix ensuite le dimanche correct. Ouais, il a marqué de bons points. Johan, c'est pareil, sur les terres de Honda, on s'attendait à ce que ça marche bien, mais Honda, on a bien compris, et on l'a évoqué déjà dans des émissions précédentes, préfère valoriser l'équipe mère plutôt que la Honda LCR. Et d'ailleurs, ça s'est vu ce week-end, Rémi, avec Joan Mir, qui fait une première ligne. Tu serais patron, tu serais décideur, Je mettrais Johan Zarco dans la catégorie... Ça a donné quoi à domicile, là, Joan Mir a fait podium. C'était pas arrivé depuis une éternité. Et il s'est lâché, parce qu'il y a 2 pilotes espagnols, on reviendra tout à l'heure avec le Superbike, qui se sont beaucoup lâchés, là, sur les réseaux sociaux. L'autre, on y viendra tout à l'heure, c'était face à Iannone. Mais là, il a dit, voilà, donc on comprend aussi la souffrance qu'il a eue. Elle est bien inférieure à celle de Marc Marquez. Mais a priori... Quand il dit, voilà, c'est facile derrière un écran ou un ordinateur ou un smartphone de me tailler, a priori, il en a ramassé. Pour ses échecs successifs chez Honda, on va quand même rappeler qu'il a été champion du monde MotoGP, lui aussi, Joan Mir. Donc, voilà. Ouais. Enfin, il fait podium. Le jour où il le fallait, sur le circuit Honda, devant les décideurs. C'est comme Johan Zarco qui a gagné les 8 heures de Suzuka, a gagné à Motegi, c'est important. Ça peut avancer pour Zarco, on disait, avec les problèmes de pièces, où ça n'a pas bougé, ça ne bougera pas. Oui, non, mais de toute façon, ils ne vont pas non plus le priver des bonnes pièces, mais souvent, quand c'est comme ça, c'est d'abord l'équipe 1 qui va les développer. Tiens, d'ailleurs, à ce sujet, l'année prochaine, Alex Marquez va avoir la moto d'usine, la même que son frère et Pecco Bagnaia. Ouais. Ah oui. Alors que cette année, il ne l'a pas. Donc cette année, c'est comment s'appelle-t-il, Didja qui a justement une moto officielle Ducati. Marc, là, avec l'état d'esprit dans lequel il est, il n'y a pas de risque que Alex puisse aller le titiller. Jamais de la vie. Mais avec cette moto-là, je dis, c'est pour ça. Mais jamais de la vie. Tu l'as bien vu, il y a un gouffre d'écart. Il va l'aider, en plus qu'ils s'entraînent, c'est des frères. Mais c'est comme, désolé Dominique, mais Christian Sarron était beaucoup plus fort que Dominique Sarron. Évidemment. Mathis, ça roule dans ta famille en sport mécanique ou t'es le seul ? Je suis le seul. T'es le seul ? Comment t'es arrivé là-dedans d'ailleurs ? Moi, c'est mon père qui a fait un petit peu de karting, mais vraiment en amateur quand il était jeune. Et puis, assez jeune, j'ai regardé la F1 à la télé avec lui. Et puis, ma mère est née au Tertre Rouge, donc forcément, depuis tout petit, forcément, les 24 heures du Mans. Dans le virage. Pas loin, vraiment à côté, c'est à 200 mètres. C'est vrai, il y en a pas mal qui... C'est vrai que c'est rigolo. Et donc j'ai cet ancrage-là qui est très fort. Et donc, depuis 2009, je dois suivre toutes les courses des 24 heures. Alors, beaucoup à la télé, puis après, ensuite, maintenant... 2009, tu avais donc 6 ans. C'est ça, 6 ans, Petit coup de vieux Petit coup de... Non, mais bon, je le précise. Les poulets roulent vite, en tout cas, puisque ma première année à la radio, j'interviewe une dame qui s'appelle Nicole Poulet, qui faisait du rallye pour Radio France Drôme. Donc, je me suis demandé au début, mais donc, a priori, il n'y a pas le lien. Non, il n'y a pas le lien du tout, non. Ouais, ça aurait pu. Ça aurait pu. Mais on va parler de comment tu es arrivé là et puis comment tu vois comment faire pour faire du sport mécanique. Parce qu'on se pose tous la question et chacun a un point de vue bien différent, mais on n'oubliera pas de se poser cette question-là. On reste en moto. Mon cher Rémi, on va parler de Superbike à Aragon. Ça y est, enfin Toprak a gagné le samedi. Est-ce que c'est un circuit favorable à Ducati ? La réponse, bah oui. Totalement. Après, les derniers, quand il était revenu... Après sa grave blessure, quand il avait failli mourir ou être dans un fauteuil roulant à Manicourt, il était revenu sur cette course-là. Il avait fait des places de 2e. Là, il a pu vraiment se lâcher. Mais même comme ça, les courses ont été sensationnelles. Parce que Aragon, quand il a cassé sa bulle, la première fois que je l'ai vu s'énerver, c'est quand il avait Bautista. Mais Bautista, à l'époque, il était léger. Le règlement l'avantageait. Donc, il n'y avait rien à faire. Même si le gars était super doué, Toprak,
il le repassait en ligne droite. Oui. Sauf que là, ça s'est doublé, redoublé dans des endroits. Les courses, si vous les avez pas vues, je vous invite à les Ah, j'ai regarder. pas vu, ouais. Les 3 courses Superbike, le sprint inclus, sont sensationnelles. Se doubler comme ça, je sais pas si en fin de saison, MotoGP et Superbike inclus, on aura des courses aussi sensationnelles. Ouais, je suis d'accord. Après, il y a le phénomène aussi d'aspiration, cette grande ligne droite d'Aragon. On fera le parallèle avec Fuji également, Mathis, en endurance auto. Mais c'est vrai que les Ducats ont quand même un petit avantage, et c'est peut-être ce qui explique, Rémi, aussi la double victoire ensuite le dimanche de Boulega. Il y a son talent aussi. Hein. D'ailleurs, franchement, on se demande qu'est-ce qu'on va faire. Est-ce que ça va être vraiment intéressant l'année prochaine? Parce que là, clairement, plus que jamais, il y avait 2 pilotes, seuls au monde, devant. Et le reste, c'était pour se battre loin pour la 3e, 4e place. Ah, tu veux dire que Boulega, l'année prochaine, peut potentiellement... Là, si ça continue comme ça, il n'a plus personne face à lui. Quoi. C'était incroyable. Mais ça faisait une éternité qu'il n'avait pas gagné. Entre Most et Hungaroring, on a 2 pilotes. Un, Bautista, qui remonte enfin sur le podium sur une course, alors qu'il gagnait tout à l'époque avec la Ducati ici. Il humiliait Toprak grâce à la vitesse de pointe. Et un pilote qui avait subi 13 victoires de Toprak. Alors Toprak, c'est pas son signe son nombre fétiche. Le 13, il lui porte pas bonheur parce que ça fait 2 années d'affilée qu'il a 13 victoires d'affilée que ça s'arrête. C'était ça les statistiques dont tu voulais parler? La 13e, l'année dernière, il l'a, et à Manico, quand il pense tout gagner parce qu'il est super fort, il se blesse gravement. Là, il gagne enfin sur un circuit qui les résiste. Il va pouvoir partir, je pense, en se disant, voilà, je quitte le Superbike, il sera probablement champion du monde, même si c'est pas fait mathématiquement, en se disant, voilà, je suis débarrassé de ce boulet d'Aragon, parce que quand on est un pilote de ce niveau-là, pas réussir à gagner sur une piste, alors que depuis l'été, il gagne sur toutes les pistes, il fait le triplé, ça devait commencer à l'agacer. Il n'avait pas quitté la première place, ça c'est une stat de fou, depuis le 14 juin, depuis Misano. Et il quitte pas le podium, attends, c'est un truc de fou. 26 podiums en 30 courses sur l'ensemble de l'année. Il en a raté que 4 des podiums, enfin c'est juste exceptionnel. Au niveau podium, ils sont à égalité avec Boulega. Ah. La grande différence, c'est qu'il y en a un qui a 19 victoires et l'autre avec celle-là, ça doit faire 10 ou 11, je me souviens plus. Moins. Il en est à quoi 6 8e. Non, mais t'as pas compté les pour Boulega, il y a celle de ce week-end, hein, il en a gagné 2 aussi. Hein. Et ben oui. Et BMW sur les statistiques, pareil, tu m'avais dit que tu avais les statistiques sur BMW où c'était vraiment que... Également, quand on regarde les stats, je ne les ai plus en tête totalement, mais par rapport aux années qu'il a passées chez Yamaha, là, il est déjà autant de podiums et de victoires avec BM en oui, c'est même ça pas de saison par rapport à... C'est incroyable. Il s'en va. Qu'est-ce que va faire BMW sans lui? Parce que là, quand même, son équipier, il est nulle part. Ah ouais, mais moi, je ne sais même pas qui c'est. Arrêtez, c'est Mickey van der Mark. Voilà. Il a gagné plusieurs fois. Oui, mais tu vois, sauf que quand tu regardes le classement général, je suis d'accord avec toi, Donald, il est même pas dans les 12 premiers. Mais c'est pour ça. Tu me dis ça comme s'il était P3. C'est pas une pince non plus. Il a gagné je dis pas ça, mais c'est comme si t'étais en F1. Tu fais 20e en F1, t'es quand même en F1. Donc du coup, il s'en va. Qui remplace Toprak déjà l'année prochaine? Danilo Petrucci. Donc ça peut être pas mal. Sur les conseils de Toprak Razgatoglu. C'est vrai? Oui, parce qu'il a dit que c'était probablement le meilleur vu son style. Il est très bon. Hein, tu veux dire qu'il aurait son mot à dire pour la succession? Je pense... Toprak, oui, ça c'est sûr. Il l'écoute chez BMW quand t'as un garçon... Je te rappelle qu'ils sont arrivés dans le paddock avec un pognon énorme, des hospitality, tout était gigantesque. Et ils ont ramené un mec comme Marco Melandri, qui battait Valentino Rossi, qui a fait vice-champion du monde en 500. Et le titre, tu regardes tous les pilotes qu'ils ont utilisés, ils n'ont jamais rien eu. Et comme par hasard, ils prennent Toprak et ça marche direct, il gagne dès la première année. Et il va sans doute regagner parce que tu disais qu'il peut encore être champion. Oui. Moi, Boulega, je pense que c'était la dernière chance de Boulega, c'était là. Justement, il a fait une victoire d'anthologie, là. Oui, il était faible, là. Toprak, il aurait fallu qu'il gagne les 3 courses. En fait, il lui a repris que 3 points. Parce qu'il gagne la course sprint dimanche, il gagne la course longue, mais l'autre avait égalisé. Ça s'annule. Il y a encore 36 points d'avance. Les Anglais, avec James Sozon, on pas arrêté de le répéter. Il reste 6 courses, 2 week-ends, Jerez et avant Estoril. Comme il n'y a personne qui peut s'intercaler, à chaque fois, si Toprak, et il ne va pas accepter de toute façon de faire deuxième, mais si à chaque fois il terminait tranquillement deuxième derrière Boulega, il serait de toute façon champion du monde. Donc c'est presque insoluble. Il n'a pas d'aide. J'avais tweeté, il faut que Bautista fasse quelque chose. Il y a une armada de Ducati pourtant, mais Yannone a essayé, non, ils n'arrivent pas. Et Bautista, il n'y est pas arrivé. On voit bien qu'il a 40 ans, c'est la fin de carrière qui s'annonce. Il a sauvé son guidon, à la différence de Jonathan Ray. Et Jonathan Ray, il était si fort sur ce circuit. Et là, il a fait de la figuration, quoi. Mais il le sait déjà qu'il est parti. Enfin, c'est ça. Oui, d'accord. Oui, mais psychologiquement, ça ne l'a pas aidé. C'est comme alors, il y a eu une rumeur, d'ailleurs, ce week-end. Je ne sais pas si
si c'est vrai, s'il a intérêt de faire ça. On sait qu'il va arrêter, donc plus personne ne lui a rien proposé au Mondial Superbike. Ça va être émouvant. Il a été sextuple champion du monde, c'est lui qui a le record de victoire. Il y avait une rumeur qui circulait que peut-être il pourra avoir un plan pour rouler en endurance la saison prochaine. Ça En endurance, truc, hein. après tout, pourquoi pas? Bah oui, Pourquoi pas? avec le Yard, pourquoi pas? Pourquoi Pas pas? grave, puis c'est un Intéressant. sacré championnat. Tu fais champion du monde endurance, c'est pas rien. Hein. Ah bon, on est d'accord. Moi, j'adore l'endurance. Non, mais Si tu Sylvain pouvais Biantoli rouler, l'a ça sera fait, toujours le justement, Rennes, hein. Voilà, Sylvain, là c'est vraiment une. On verra ça dans les prochaines émissions. Ouais, c'est clair. On va en parler de l'endurance, évidemment, avec toi. C'est vrai que c'est un sport à part, l'endurance. C'est vraiment, t'as les sports mécaniques, tu as vraiment les sprints et l'endurance, mais je sais pas, il y a une aura qui se dégage de l'endurance qui est, c'est indescriptible. Je sais pas ce que tu en penses. Je suis parfaitement d'accord. Moi, j'ai jamais été vrai. Enfin, je regarde la Formule 1, bien évidemment, mais je suis pas un ultra grand fan de la F1. Par contre, de l'endurance, ouais, il y a un truc. Ah ouais. Il y a un truc, je serais pas... Depuis que tu as fait le choix justement d'aller dans cette filière endurance, c'est ça qui t'a rapproché un petit peu ou déjà avant? Ah, déjà avant. Déjà avant. Depuis, on va dire, depuis que j'ai commencé le karting, vraiment, c'est cette notion d'endurance qui me plaît beaucoup. Ouais. Et en fait, je l'ai confirmé vraiment quand je faisais à la fois du karting en sprint et en endurance. Parce que j'ai fait 2 fois aussi les 24 heures en kart international. C'est énorme. Qui est une super bonne expérience que quand on a 14-15 ans, c'est vrai que c'est génial. Et c'est vraiment là où je me suis, c'est vraiment de l'endurance. Donc. L'endurance, c'est énorme. Et puis écouter Anthony Drevet s'amuser avec Eric mais ça Hellary joue la nuit, aussi. Hein. Ça joue beaucoup énorme aussi. Alors j'étais avec Nat Berton ce week-end. Ah ouais. Franchement, c'était incroyable. Comment il va, le Nat? Et il va très très bien. Tu sais il que était- quelque part, c'est grâce à Nathaniel Berton que cette émission existe. Mais non. Mais si, parce que c'est lui qui nous a présenté à Michelin et qu'on a pu faire ça. Mais ben tout voilà. est ici. C'est Merci Nathanaël. Il faut Voilà, leur rendre voilà. hommage. Parce que voilà, tout ça, c'est grâce à toi, Nathaniel. Merci Michelin. Non mais bien Oui, sûr. mais- Mais Nathanaël étant auvergnat comme moi, bon, on Sacré comprend Nat. effectivement. Ah, mais bon, super pilote, voilà, un mec bien. Il faut absolument qu'on le reçoive ici Ah à bon, chaque il fois. va Et venir. il faut le faire. Mais il va forcément venir Nathanaël. Tu dois venir ici. Ouais. Ah, t'étais avec lui ce week-end. Voilà, Bon. exactement. Et je me suis égosillé pour ce qu'on va évoquer Pour dans Alpine, quelques mais instants. restons avec Oui. toi. Rémi, on va parler de Bautista qui termine sur la 3e marche. Ça annonce du positif pour la saison à venir? Je suis pas sûr. Je suis pas Ah oui. sûr parce que c'était un circuit fétiche pour lui. Il est tombé en plus le samedi. Donc, je pense que l'année prochaine, ça va être très, très, très compliqué. Après, Pourquoi pas? Il y aura personne. pourra se Cela dit. battre derrière Boulega avec toute son expérience. Mais bon, Qui sera l'équipier de Boulega déjà l'année prochaine chez Ducati? on Ça a été annoncé. n'est pas, On n'est pas certain encore. En revanche, c'est un pilote espagnol, Xavi Vierge, qui va chez Yamaha. On avait pensé à un moment que la 2e place, ce serait Chalonjo. Et non, en fait, on connaît Il l'aurait maintenant mérité, pourtant. les pilotes. Bah oui, je suis un petit peu étonné. Après, il paraît que c'est un super pilote. On va voir. Beaucoup ont parlé en sa faveur. Ok. Je crois même, il a dit que même Jonathan Ray a parlé en sa faveur. d'accord. Xavi Vierge, bon. Il est solide maintenant. Pour l'instant, sur la Honda. après, il a Xavi pas Vierge et Iker Lecuona, les années Justement, il qu'ils ont s'est passé passées quoi chez dans le Honda. paddock? Explique-nous. Bah, donc il y a eu cet accrochage là, il y a quelques courses entre Lecuona et Iannone qui s'était un petit peu enflammé. Tous les pilotes ont pris des nouvelles du pilote espagnol, sauf notre ami Iannone, Joe Le Magnac, qui s'appris serait à peine. Alors il dit si, je me suis excusé, mais c'est voilà. Donc du coup il le taille grave comme jamais, c'est sorti partout sur tous les sites. Et, il dit en tant qu'homme, en tant que pilote, et c'est vrai que quand on le connaît un petit peu. Je suis pas très très étonné. Ça s'est passé exactement comme Dario Marchetti l'avait pronostiqué. Hein. Ah ouais. Il y a eu une belle première course la dernière quand il arrive à Phillip Island. Là, cette année, il s'est bougé un petit peu sur la course du dimanche, mais il n'a pas réussi à faire aussi bien. Sa seule victoire, c'est l'année dernière en Aragon. Alors, il revenait, lui, d'une très longue suspension pour contrôle antidopage. Mais c'est moins grave, je pense, d'avoir un contrôle antidopage et de ne pas rouler plusieurs années que d'être blessé C'est sûr. comme Marc Marquez. Ouais. Et il y a des anecdotes, il y en a, il a déçu tous ses employeurs. Un jour, il dit qu'il ne peut pas rouler, que ça ne va pas, qu'il est blessé. Et il se retrouve, tous les grands patrons de Ducati, dans une tour à Kuala Lumpur. Et là, ils sont Et là, il voit Iannone avec le père et le frangin qui font la fête, alors que le gars est soi-disant... blessés. Ça, tu feras pas ça, Mathis. Ah non, hein, ça, non, tu non, fais ça, pas. là. Non, ça, il ne faut pas faire. Non, mais il est que 9e. Il y a Ouais. 2 podiums cette année. c'est Bah, assez le décevant. public français l'a vu, il était invité dans un grand magasin, Saint Center, où chaque année, il y a Fabio Quartararo qui vient, Johan Zarco. La seule fois où ça a été, d'ailleurs, Jean-Sébastien s'est pas dégonflé. Quand il a vu l'attitude arrogante de Iannone avec le public français, il lui a dit, écoute, allez, c'est bon, au revoir, ils ont pas fait l'animation. Eh ben, parlons français, justement. On va parler de super sport avec une bonne nouvelle. Valentin Debise, qui remporte la course de samedi, qui termine sur le podium le dimanche. Eh oui, et là, Ça franchement, fait longtemps. Hein. ça fait plaisir parce qu'il avait fait déjà une dizaine de podiums et il méritait de gagner.
Alors, je suis pas sûr que dans son ancienne équipe française, le team manager ait bondi de joie parce qu'ils sont fâchés tous les deux. Mais en tout cas, là, sacrée victoire. Après, il faut savoir aussi que Yamaha, ce week-end-là, à partir de ce week-end, la FIM a décidé avec les organisateurs de réduire le limiteur Yamaha de la R9 de 800 tours minutes quand même. Donc, c'est passé de 11 800 à 11 000 depuis le début de l'année. La YAM, à part le GMT qui n'arrive pas à gagner, les autres équipes, c'est presque 10 victoires maintenant pour Manzi, nouvelle victoire pour Honju. Ils vont trouver en deuxième course. Est-ce qu'en plus, Valentin, en plus de son talent et de cette piste qu'il adore, il a bénéficié un petit peu de ça, du fait que pour ce week-end-là, ils étaient un petit peu limités. Ils vont avoir un petit peu plus de mal à gagner. Ce qu'il disait aussi en interview, il avait tous ses fans, c'est qu'il est du sud de la France, côté d'Albi, je crois, si je me souviens bien. Il est d'Albi, ouais. Et donc, il vient, il avait tout son fan club, sa famille, et c'est un circuit, Aragon, il venait très souvent. Il disait, c'est presque ma deuxième course à domicile. Et ça fait un moment qu'il n'avait pas gagné. Je crois que c'est sa première victoire internationale, si je dis pas de bêtises. C'est sa première victoire internationale. Que ce soit Parce qu'il a été champion en France. Aux États-Unis, il a brillé aussi, mais il n'avait jamais gagné. Il avait fait beaucoup de podiums, donc c'est... Ouais. Voilà, à son âge, parce qu'il a dépassé la trentaine, enfin gagné en championnat du monde. Et première victoire, première Marseillaise de l'année. Ouais, et ça fait depuis 2021 qu'un Français en Supersport ne s'était pas imposé. C'était Jules Cluzel la dernière fois. Ah ouais, mine de rien, ça fait... Alors qu'à l'époque, il gagnait tout. Il gagnait tout à l'époque, avec Charpentier, Chambon, Forêt, et là, ça fait une éternité. C'est beau, je vois qu'on a Fabien qui s'occupait de nous... qui me dit le casque, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, parce que du coup, c'est un design. Attends, ça veut dire qu'il nous a pas regardé la semaine dernière. Non, mais ça veut dire qu'en fait, il est juste jaloux parce qu'il n'a pas fait le design du casque. Eh oui, c'est Adrien qui a dû le faire celui-là. Évidemment. Et forcément, on a Fabien qui à ce moment-là. Bon, en tout cas, on lui passe le bonjour. Bientôt peut-être en endurance, Charles Leclerc. Attends, on verra. Bon, en tout cas, on passe justement en endurance du côté de la voiture. On n'a pas terminé, il y a juste une dernière chose. Je ne sais pas, moi. Mes fiches s'arrêtent là, mon cher Rémi. C'est marqué, il gagne le samedi, mais le dimanche, il refait podium. Mais j'entendais parler, c'est toi qui n'a pas répondu à la fin de ma... Il fait podium, il gagne dans une équipe, on va rendre hommage à Stefano Renzi, qui l'a utilisé. C'est même 11 podiums qu'il avait fait, donc première victoire en 12 podiums, donc c'est impressionnant. Il s'est rapproché au championnat de Lucas Mayas et on espère qu'il va nous faire une belle fin de saison maintenant. Lucas qui s'est fait harponner, qui a fait une petite visite au centre médical, bon voilà, il va bien, mais c'est un week-end raté. Et donc, c'est un fiasco pour le GMT, puisque la deuxième course, il y a 0 pilote dans les points, même dans les points, ils n'ont même pas marqué de points. Et Lucas qui continuera quand même l'année prochaine sur YAM, donc voilà. Très bien. C'était l'info du jour. Parfait. Et cette fois-ci, c'est bon, tout le monde est d'accord? Ça y est, c'est bon. La voiture, allez, 4 en haut. Parlons endurance, 100e course du championnat WEC, 100e victoire Michelin par ailleurs, et c'est Alpine qui renoue avec la victoire, avec une vraie stratégie pneumatique par rapport à Porsche et Peugeot, Anthony. Ah, c'est clair, ça a fait tellement plaisir. Alpine qui renoue avec la victoire, parce que c'est pas la première fois qu'Alpine s'impose en WEC dans la grande catégorie, parce que Alpine s'était déjà imposé en 2022 avec une voiture qui était une LMP1 à l'époque, et non pas une hypercar. Et donc victoire à Sebring, victoire à Monza, ça faisait depuis 2022 que Alpine ne s'était pas imposé. Et là, ce week-end, à Fuji, alors qu'on ne les attendait pas vraiment, parce que le rythme n'était pas au rendez-vous, ça a été un coup de génie de la part de l'ingé, Christophe Boitin. Alors, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire qu'en fait, en endurance, et Mathis, je veux avoir ton avis là-dessus, il faut toujours y croire. Parce que même si on n'a pas le rythme, il y a un moment donné où, avec la course, avec les interruptions, avec les safety cars, il faut toujours rester dans la bonne fenêtre, rester dans le tour. Pourtant, ça n'avait pas bien débuté pour cette voiture parce que Habsburg avait heurté une Toyota et donc il avait pris une pénalité. Ferdinand Habsburg, l'héritier de la couronne. C'est l'héritier. Il est prince. D'ailleurs, je sais même pas, c'est un nom à rallonge qu'il a. Fini, tu nous fais un teasing là. Alors, excuse-moi. Donc, effectivement, Alpine qui va toucher la Toyota, donc qui va crever, cette Toyota numéro 8. Donc, c'est un problème, évidemment. Ils perdent du temps. Ils sont quasiment à un tour. Et puis là, le fait est que, en stratégie, on est là sur du lift and coast. On doit économiser l'essence. On doit toujours faire attention à la mécanique. Et il arrive un drapeau jaune, un full course yellow. Et avant même qu'il soit annoncé, Christophe Boitin va donc permettre à son pilote Paul Louchatin de rentrer dans la voie des stands juste avant que la neutralisation ait lieu. C'est permis par le règlement. Et
s'ils y arrivent à optimiser à ce point-là, c'est parce que Paul Loup a économisé suffisamment de carburant pour faire un tour supplémentaire par rapport à ses adversaires. Résultat des courses, ils ressortent deuxième. Et là, après, le dernier relais, c'est incroyable. Mathis, il faut toujours y croire finalement, même quand on n'a pas trop le rythme en fait. Ah bah totalement. Et puis surtout que voilà, en wake maintenant, avec toutes les catégories, les écarts qui sont tellement serrés, il faut toujours y croire. Et effectivement, ils ont eu un alignement de planètes qui était juste génial. Voilà, il faut souligner le travail des 3 pilotes finalement qui ont fait tous un bon job. Paul Loup qui réussit in extremis à sauver le tour de plus qui leur aurait enlevé la victoire s'il l'avait pas eu. Et puis le dernier relais de Charles Milesi est juste complètement dingue. Alors, on lui voit la victoire, Charles Milesi. Là, ouais, très clairement, il a fait. Il a fait quoi concrètement? Alors, en fait, si tu veux, déjà, je voulais dire que Nat Berton a bien dit, ok, c'est de la chance, mais la chance, ça se provoque. Oui. Et c'est ce qu'a fait Paul Louchatin et toute l'équipe alpine. Franchement, ce fameux tour en plus, il a été salvateur. Donc, ils ressortent deuxième. Ils sont dans la lutte pour la victoire face à Peugeot, face à Porsche. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Charles Milesi, il est 2 et il gère ses pneus. Et à un moment donné, dans la course, il y a un message radio entre Linger et Charles en disant « Tu penses que les pneus droits peuvent tenir encore si on ne les change pas ?» Et Charles Milesi répond « Ouais, je crois que oui. Pas assuré, mais je crois que oui. » Eh ben, il change que 2 pneus dans l'arrêt au stand, donc il gagne 10 secondes, quoi. Et ces 10 secondes-là permettent à Charles Milesi de ressortir devant, de perdre moins de temps sur la chauffe de pneus, puisqu'il n'y en a que 2 à chauffer et non pas 4. Bien sûr. Parce qu'on rappelle que Michelin offre des pneus qui, justement, n'ont pas besoin de passer par les fours et par les couvertures chauffantes, puisque c'est interdit par le règlement. Et donc, dans les virages à droite, il est capable de mettre un peu plus de rythme, et il va faire un dernier relais de folie. Il avait 10 secondes en ressortant des stands. Il termine avec 9 secondes d'avance. Donc, il a été en mesure de tenir 80 tours les pneus sur le côté droit, ici à Fuji. Et c'est grâce à Charles Milesi que la victoire a pu être célébrée par Alpine. Donc, bravo, franchement. Faut savoir le faire quand même, de les emmener si loin, ces pneus. Il a fait un excellent travail. Et puis surtout, il est resté dans le rythme. Sur le premier relais, il était dedans, à 100%, alors qu'on a vu que l'Alpine, en début de course, était quand même un petit peu en dedans en termes de rythme. Donc, je pense que le côté aussi, je crois que c'est Kevin Estre qui l'a dit durant la course, que la piste prenait du grip au fur et à mesure, et je pense que ça a aidé un petit peu finalement toutes les LMDH, qu'on a vu les Porsche très très vite à la fin, les Alpines revenir aussi dans le match, donc ça c'était assez intéressant, et oui, il a fait un relais formidable pour rester dans le rythme. Milesi, qui a fait ses tours de roue, bien évidemment les premiers, qui a eu la chance de rouler au circuit de Dijon-Prenois, parce qu'il est pas dijonnais, il est à Talent, c'est juste à côté de Dijon. Donc voilà. il est talentueux. Il est talentueux. Et je pensais que c'est lui qui allait faire une vanne, ça vient de toi. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors voilà, on inverse les rôles. Non mais je me suis dit, il va partir sur un truc à la vanne qui arrive. Mais non, je l'aurais pas fait parce qu'il aime les fautes d'orthographe, parce que talent, ça s'écrit A-N-T à la fin. On reste sur les performances françaises, puisque Peugeot termine sur le podium. Mais oui. Fait son meilleur résultat depuis son retour, en fait. 2e podium consécutif. Alors effectivement, l'équilibrage des performances était plutôt en faveur de Peugeot et d'Aston Martin. On y reviendra dans quelques instants, Mathis, mais on parlait de la ligne droite en Aragon avec la moto. Là, c'est pareil. Fuji, c'est 1,5 km de ligne droite. Si t'as pas de vitesse de pointe, t'es quand même bien piégé. Donc là, les Peugeot ont réussi à sortir leur épingle du jeu. À Austin, ils avaient fait leur meilleur résultat d'ensemble, 3 et 4 depuis leur retour. Et là, c'est une 2e place à un rien finalement qui vient saluer leurs efforts. Franchement, très très belle course de la part de Peugeot. On a cru à la victoire. Et puis, ce coup de poker de Alpine qui a vraiment fonctionné. Peugeot était en mesure de garder derrière elle la Porsche numéro 6 pilotée par Lorenz Vanthoor. Pendant toute la fin de relais, Mikkel Jensen, il n'a pas été une seule fois menacé. Et donc, tu avais quelque chose à nous dire par rapport à la BOP, c'est ça? Alors moi, j'ai rien à dire par rapport à la BOP. Je dis juste qu'on équilibre les performances et que la Peugeot, il faut bien le dire, ça se voyait, hein, clairement. En ligne droite, était très avantagée, mais tant mieux. C'est aussi comme ça qu'on prend les armes qu'on a pour se battre. Hein. Et donc, grâce à ça, Mikkel Jensen savait très bien que dans les parties lentes, il fallait vraiment qu'il fasse le meilleur job possible pour bien sortir du dernier virage et prendre la ligne droite pour se mettre à l'abri de la Porsche. Ça, c'est sûr que Mathis, ça doit être frustrant quand t'es le pilote. Derrière, derrière, c'est horrible. Qui peut rien faire. Il peut rien faire, effectivement. Et c'est vrai que même en le mettant sous pression, finalement, il faut quand même souligner le travail de Mikkel Jensen qui a fait un super relais parce qu'il avait la Porsche à moins de 6 ou 7 dixièmes tout son relais. Ah oui. Elle a juste fait une toute petite erreur dans le trafic à un moment, je crois, où il sort un petit peu large, mais enfin, il a réussi à vraiment bien gérer la situation. Et puis oui, effectivement, la Peugeot avait un petit avantage en ligne droite, mais la Aston Martin, pareil. Oui. Ça, on avait l'impression qu'il y avait le DRS dans la ligne droite tellement ça allait vite. Quoi, mais, Demain, on te dit, tu as un volant dans n'importe quel team, n'importe quel constructeur. J'imagine que tu vas en WEC.
Chez qui t'irais? C'est une bonne Ferme-toi pas de porte, Mathis. moi, je suis tellement passionné de voiture, je pense que j'irai chez Aston. Juste pour le V12. Ouais, franchement. La caisse a l'air incroyable à piloter en plus. Bon, très dur aussi, mais vraiment très sympa. Ouais, parce qu'il y a pas, on rappelle, il n'y a pas d'hybride. Il n'y a pas d'hybride, c'est vraiment la voiture à l'ancienne. Et puis en plus, je trouve que c'est celle qui correspond le mieux à la catégorie hypercar, parce que c'est vraiment une voiture de route qui a été dérivée pour le circuit. Donc, Tu vois, bizarrement, je pensais qu'en hypercar, maintenant ça s'appelle plus P1, c'était hypercar parce qu'il y avait de l'hybridation obligatoire. J'ai cru. En fait, c'est obligatoire. Alors à l'origine, je pense que c'était quand même dans les tuyaux, puisque les LMDH, justement, sont des prototypes qui sont issus, on va dire, évolués des LMP2 qui existent en European Le Mans Series notamment, et où on ajoute un système hybride. Ouais. Donc je pense que l'idée c'était quand même ça. Mais bon, est-ce qu'on peut refuser le Aston Martin? On ne sait pas. Justement, on va parler d'Aston Martin qui était au rendez-vous avec Porsche, mais par contre, Féfé, désolé, et Toyota, ils n'étaient pas là. Non, c'est clair que là, ça a été compliqué. Bon, en termes de balance de performance, honnêtement, Ferrari, ils ont tellement dominé. En même temps, ils gagnaient tout sur le début de saison. Ils ont bien caché leur jeu. On en avait parlé avec Jean-Noël Le Gall pendant les 24 heures du Mans. Tant mieux, c'est pareil, ça fait partie aussi du jeu. Voilà, ils jouent avec le règlement. Ils ont été intelligents, ils ont gagné le Mans. Parfait. Mais là, ils n'avaient pas de vitesse de pointe. Donc là, ils n'avaient pas de Vmax, ils ne pouvaient rien faire. Meilleur résultat, 10e, je crois, dans la course. Donc non, ils ne pouvaient rien faire. Mais par contre, ce qu'on a vu encore, c'est que les pilotes, ils sont fébriles. Même s'ils sont leaders du championnat, même si tu sais que tu n'as pas la bonne voiture pour te battre, prends des points. Qu'est-ce qu'ils font là? On m'a critiqué sur les réseaux en disant « Ah, mais qu'est-ce que vous avez avec Pierre Guidi ?» Mais Pierre Guidi, il tente une manœuvre. Il n'y a aucune manière de passer. C'est zéro, c'est sûr. Et donc, il sort son adversaire. Donc, il endommage sa voiture. Donc, il a plus d'efficacité aéro. Donc, il perd du temps. Je ne comprends pas sa logique. Ça donne quoi, là, au niveau des points en championnat sur le WEC on a quoi Ferrari, 115 points avec la 51. Donc, avec celle de Pierre Guidi, qui est un excellent pilote, encore une fois, je le précise. Mais là, moi, il m'a déçu. Ça peut arriver. Il n'avait pas les armes et je pense qu'il a perdu son sang-froid, sachant qu'il ne pouvait pas se battre avec ses adversaires. Mais c'est le jeu, c'est le championnat du monde d'endurance. Voilà, il faut accepter les règles. Donc 115 points, ils sont toujours en tête et ils peuvent décrocher le titre. Vous pouvez déjà dès ce week-end. Deuxième place pour la voiture jaune donc, de Robert Kubica, Yifeye et Phil Hanson, qui a 100 points. Donc 15 points de retard, c'est pas grand-chose avant d'arriver à Bahreïn. Et la troisième place, c'est Porsche, avec la Porsche numéro 6. Et la 4 aussi, avec Julien Andlauer, il est en P4, il me semble, non? Il est, non, j'ai vu un réel de lui. Ah non, quatrième à Ils ont fait quatrième de la course. Non, je te parle, au général. Non, au général du championnat, ils sont un peu plus loin, parce qu'ils ont perdu un petit peu de temps. Mais ils ont été efficaces ce week-end, Porsche, à Fuji, en plaçant ces deux voitures, 3 et 4. Donc vraiment, moi j'ai qu'un seul regret, c'est de ne pas avoir vu Kevin Estre dans le dernier relais. J'ai rien contre Lorenz Vontan, mais je pense que Kevin aurait peut-être su trouver il aurait su trouver, je pense, les solutions. Il est très très bon, Kevin Estre. C'est un alien avec la Porsche. Et donc du coup, Ferrari pas là, et Toyota, par la force des choses. Je pense que la crevaison qui a été générée finalement par la 35, malheureusement, sur la 8, ça a mis en l'air leur Ça a complètement ruiné leur course, et puis c'est surtout qu'ils prennent leur stop and go de 3 minutes à cause de ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont rentrés, il est rentré pendant l'emergency pit stop, alors qu'il a changé les pneus. Donc on va expliquer. Donc du coup, parce que je fais mon malin, parce qu'en ELMS, j'ai pas trouvé la réponse en direct. Donc du coup, maintenant, je peux le dire. Donc l'emergency pit stop, c'est un arrêt au stand obligatoire quand on sent qu'on a plus d'essence et qu'on ne pourra pas faire un tour de plus. Quoi. Et donc, quand il y a safety car, normalement, on peut pas rentrer au stand. Sauf quand il y a emergency pit stop. On s'arrête 8 secondes donc pour remettre l'essence nécessaire pour faire 2 tours et demi, 3 tours quoi. Mais sauf que une fois qu'on a fait cet emergency pit stop, une fois que la ligne des stands est ouverte, on doit absolument rentrer parce que ça veut dire qu'on est limite en essence, donc tu rentres dès que tu peux. Là, ils ont fait un tour, alors que la fenêtre, l'arrêt au stand pouvait être effectué. Et ça, c'est lourd de conséquences parce qu'ils ont changé un pneu. C'est dans le règlement. C'est dans le règlement de changer. C'est dans le règlement. On peut changer un pneu en cas de crevaison, justement, pour l'emergency pit stop. Par contre, tu dois t'arrêter une fois que la voie des stands est ouverte. Ils ont attendu un tour. Ça, c'est une erreur. Je ne comprends même pas. C'est le règlement. Comment Toyota, avec l'expérience qu'ils ont, et moi, je loue à chaque fois leur expertise dans l'exécution. Là, c'est une vraie erreur. 3 minutes de stop and go. La 8 se retrouve à 3 tours. C'est terminé. Il termine 15. Oh, la dure. Alors qu'on est à domicile, c'est la 100e course du championnat. On est sur le circuit de Toyota. Tu vois, Motegi, c'est Honda. C'était 6 heures. 6 heures, ça va très vite, 3 minutes sur un 6 heures. Déjà sur un 24, c'est chaud. Mais surtout au vu de ce qui s'est passé avec les safety cars, les interruptions, etc. Là, il n'y avait pas de perte de tour
possible, j'allais dire, ou de rattrapage de tours. Ouais. Donc il termine à 2 tours. Bon. Je me permets de skipper la GT3 pour On va avoir quand du même temps. saluer. Ok, que- bah alors, Non, mais rapidement, alors, rapide. mon cher Anthony. La victoire quand même pour Corvette. Par rapport à Ferrari, ouais. Face à Ferrari. Surtout, malheureusement, François Hériot, notre pilote français, était en tête avec ses équipiers. Et puis pénalité de 5 secondes juste avant la fin pour un problème pendant un arrêt au stand. Donc dégoûté, c'est Corvette qui gagne. Donc bravo à eux, mais Ferrari termine 2 sur un circuit qui leur convient bien d'habitude en GT. Et ça ne vous a pas échappé, on l'a vu partout sur les réseaux, Max Verstappen est allé sur le NURB avec une victoire en GT3 avec Ferrari. Les images sont impressionnantes. C'est là qu'on se rend vraiment compte, c'est une machine. C'est monstrueux. Max, Il est vraiment, c'est incroyable. fou. Max Verstappen gagne sur Ferrari, mesdames et messieurs. Ah oui. Oui, c'est arrivé. Une 296 GT3 qu'il a engagé avec son équipe, sa propre équipe, Verstappen.com. Donc comme ça, au moins, c'est affiché. Il était avec Chris Lelam ce week-end et il s'est engagé, alors pas dans le championnat, j'allais dire, le plus relevé, mais c'est quand même un championnat où on a des spécialistes du Nürburgring, la Nordschleife, la boucle nord, où Niki Lauda a eu son accident terrible et où il a failli perdre la vie. Et bien sur ce circuit-là, il a passé son permis il y a quelques semaines. Il a eu l'autorisation de rouler. C'était avec une petite voiture, enfin, une Porsche, une petite voiture qui a été bridée un petit peu. Là, il arrive avec la Ferrari, il colle 1 minute à tout le monde sur son relais. En 2 heures, il met 1 minute à tout le monde. C'est Ça va pas monumental. vous surprendre quand même. Monumental. Non, mais là, quand même, il a une capacité d'adaptation Les incroyable. gars, je pense que vous avez encore pas bien saisi le talent de Max Verstappen. Là, Oui, mais de le voir dans une autre catégorie, le voir mettre, excusez-moi le terme, une branlée comme ça aux autres, Ben oui. c'est énorme. Alors, ce qu'on lui rétorque, c'est de dire ah oui, mais ce sont des pilotes qui sont de seconde zone, etc. Je suis pas d'accord. Il y avait de très bons pilotes aussi, et ce sont des pilotes qui connaissent le Et circuit. il y a beaucoup aussi de pilotes qui font quasiment que du NURB. Exact. C'est des Ils font que le spécialistes VLF, du ouais. NURB. C'est ça. Et là, ce il qui est est fou, néerlandais, il Non, doit mais- le connaître, c'est pas bien loin Ah, de mais- chez lui. non, mais il connaît. Déjà, il a fait énormément de tours sur simulateur. Il roule comme un fou. Chris Lelam, d'ailleurs, vient de son équipe de sim. Et ça, c'est magnifique parce que Max Verstappen veut vraiment promouvoir cette ascension. C'est-à-dire que des sim racers viennent à la course réelle grâce à Max Verstappen, il faut quand même le dire. Et c'est un petit peu comme Emotion et le Schumacher CLRT qui tentent justement de faire de telles prestations. Et donc là, Verstappen, sur une piste en plus qui est un petit peu gramouillée, donc ça, c'est des conditions qu'il adore, Ouais. il arrive à découper tout le monde et il met en bonne position son équipier. Et donc, victoire au Nürburgring. C'était pas arrivé d'avoir un vainqueur finalement en Formule 1 et dans un autre championnat. C'était dans l'autre sens à l'époque, depuis 1972, depuis Jackie X. Jackie X avait gagné en Formule 1, enfin d'abord en endurance puis en Formule 1, et là Max Verstappen a gagné à Bakou et gagne la semaine suivante au Nürburgring. Il marque l'histoire, il est impressionnant, et peut-être va-t-il aller justement en endurance à plus ou moins court terme, Mais là, et pourquoi pas c'est avec sûr. Ford. C'est énorme. C'est énorme. Vraiment, Je casse on a vraiment surkiffé les images. Vraiment, les images officielles du NURB, tu le vois, mais déposer les gars, mais t'as l'impression qu'ils sont avec des voitures de série, tellement il a une vitesse de passage en courbe. Pouah. Quand il a passé son permis, il avait une voiture dégradée. Oui. Donc tu avais l'impression que les autres avaient un boost. Bah là, c'est l'inverse. Il n'avait pas de boost, mais il a mis les watts. En plus, je comme crois on dit. que Verstappen, là, sur la course, premier virage, P1. Bien sûr. Et Et après, il déroule. 6 Ah, secondes, 9 Et secondes. vous avez l'air 13 secondes. surpris, là. Non, mais- La meilleure voiture en Formule 1 cette année, c'est la McLaren, Ouais. qui vient de gagner les 2 derniers Grands Prix. Non, mais d'accord, mais c'est Verstappen. peut-être- Oui, On est Verstappen. d'accord. Oui, On est Verstappen, d'accord. parce qu'ils ont fait des petites modifications aussi sur Et parce que c'est le plus sur fort. la Red Bull. Bon. Là, en tout cas, il a montré sa capacité d'adaptation. Franchement, chapeau bas, parce Chapeau. que les conditions n'étaient pas faciles, le circuit est pas simple. Dans le trafic, il sait faire. Il montre une vraie capacité, et je pense qu'il, malheureusement, à mon grand regret, il a annoncé qu'il n'irait pas aux 500 miles d'Indianapolis. Ça Pour peut l'instant. toujours changer, mais je pense que c'est lui qui pourrait avoir la triple couronne. Oui, je vais te dire, le Triple Crown, c'est pour lui. Hein. Enfin, Je il pense pourrait que voir. ça peut être un des clients, en tout cas. Tout à fait. Bah, merci pour cette belle page endurance. Petit mot quand même, juste avant de passer Oui. à Mathis, parce que ça va faire le lien. Il a aussi roulé Oui. en karting, Mathis. Un petit mot de Maël Lemarchand, qui est venu chez nous sur notre plateau, plus jeune champion de l'histoire de la FFSA Academy. Il représentait la France dans le trophée FIA Karting Academy, avec tous des mêmes kartings. 3 manches dans l'année. Là, c'était en Italie la finale. Il avait fait ce qu'il fallait. Sous la pluie, il a fait la différence. Sur le sec, il était ultra rapide. Là, il gérait. Dernier tour, il est 3e. Il était donc champion du monde. Et puis, il se fait sortir par un adversaire. Il termine vice-champion du monde. Donc, bravo à Maël. Il aura une longue carrière, on l'espère en tout cas. Mais c'est vrai que ça doit être frustrant de se faire sortir comme ça par un adversaire qui joue même pas le titre. Ouais, Ouais. c'est pas génial. Franchement, clair. ça doit être
Ça ne doit pas être facile. Mais bon, une situation qui est compliquée à vice-champion du monde oui, quand mais même. Bon, quand même. Mais il était à 2 doigts. Il était en maîtrise. Monsieur Drevet, votre temps est écoulé. Bon, d'accord. Oui, on va parler de toi, mon cher Mathis, parce qu'il y en a beaucoup de choses à dire. On l'a dit, tu viens du karting, tu as roulé face à Dorian Pain, ensuite tu as fait de la F4, tu étais face à Isaac Hadjar. Tu dis pas tout, tu as roulé aussi face à Mathis Jobert, qui est actuellement... FFS Academy, en karting en même temps que Dorian, exactement. C'est énorme. Du coup, toi, qu'est-ce qui t'a fait ce choix de passer à l'endurance, ou finalement, c'est les opportunités qui t'ont amené là et pas sur la monoplace? C'est tout simplement l'image qu'on voyait juste à l'écran, la première participation 24 heures en karting, donc en 2018. Avec le 24, j'aime bien. Avec le 24. On avait négocié le 24, effectivement, parce qu'on était l'équipage le plus jeune. Je crois on doit être même peut-être l'équipage le plus jeune de l'histoire des 24 heures karting international à avoir fait la course. Et on l'avait gagné d'ailleurs dans notre catégorie. C'est vraiment là où je me suis dit, c'est l'endurance que je vais faire. Il n'y avait pas de débat, en fait. C'est juste le côté équipe, le côté cohésion, travailler avec tout le monde et puis se dépasser, parce que la Formule 1, c'est 1h30. Les 24 heures, c'est 24 heures. donc c'est vrai qu'il y a ce côté où il faut. Alors, je te rassure, Liberty, ils ont dans l'idée de raccourcir, peut-être, ils avaient dit cette idée loufoque, le Grand Prix de Formule 1. Raccourcir les Grands Prix. De raccourcir les Grands Prix, ils sont déjà assez courts, quoi. Donc, en tout cas, c'est vrai que c'est. Pour moi, c'est l'endurance il n'y a aucune catégorie au même niveau. Tu as quand même fait de la Formule 4 pour J'ai quand même fait de la Formule 4, effectivement, pour me former, parce que j'étais au Pôle France, et puis c'est surtout, pour moi, je pense, la meilleure école, la monoplace. Alors la F4, il y a plein de championnats, et puis il y a plein de catégories. La Formule Ford aussi, il y en a beaucoup qui viennent de la Formule Ford. Un peu moins maintenant, mais c'est une super bonne voiture aussi pour débuter. Est-ce que quand tu roulais en F4 face à Isaac Hadjar, tu as vu tout de suite que tu avais un champion devant toi, tu as vu tout de suite le potentiel qu'il pouvait avoir? Pas en F4. Pas en F4, parce qu'en F4, il était très vite, déjà, il était 4 ou 5. Il était assez jeune, il est arrivé, je crois qu'il était au classement junior avec Victor Bernier notamment cette année-là. Il n'a pas été si impressionnant que ça en F4. En F4, il n'a pas été si impressionnant que ça, parce qu'il n'a même pas gagné de titre. Je crois qu'il a fait la deuxième année en F4 et il n'a pas gagné. Il a eu pas mal de problèmes aussi, le pauvre. Je crois qu'il finit 3 la deuxième saison. 3 la deuxième année, exactement. Mais c'est à partir de la F3 où vraiment tout s'est mis en place. C'est quoi le game changer pour lui? C'est Red Bull. Je pense que c'est Red Bull, très clairement. Tu sais, j'ai parlé avec Thibaut de Merindol et Cyril Comte, qui sont en fait les artisans du succès, c'est RACE GP. C'est eux qui ont fait monter Oscar Piastri, Pierre Gasly, Esteban Ocon. Aussi, je crois. Il a dû faire rouler un petit peu Hamilton au tout début, en 2 litres, je crois. Mais justement... Non, parce qu'ils n'existaient pas encore. Ah non, mais du coup, ils font tester RT. Isaac Hadjar, je voulais te raconter ça. Ils font tester Isaac Hadjar en se disant... On va voir ce que ça donne. Mais c'est ça, parce que s'il n'était pas si impressionnant que ça en F4, mais ils l'ont fait rouler parce qu'il a eu l'opportunité Red Bull. C'est l'entourage de Isaac qui dit bon non, franchement, je pense que c'est pas mal de le faire rouler. Donc en écoutant votre liste de pilotes, là, vraiment, ça donne des ailes, quoi. Exactement. Donc clairement. Je crois que c'est sa victoire à Monaco quand il était en Freca que ça a déclenché. Eh ben, il était avec RSGP et donc pour vous dire, il le teste et en fait, pour la petite anecdote, Isaac Hadjar fait un tour, quoi. Enfin, il fait une petite séance d'après-saison. Il fait des meilleurs temps que Victor Martins, qui était champion. Donc là, tout de suite, on a dit ah ouais, là c'est un client. Et de là, RACE a tout de suite compris. Et comme c'est une équipe qui met vraiment en valeur les pilotes, ça a bien fonctionné. Et il a tout de suite pris la mesure d'Adrien David, qui était un excellent pilote et qui l'est d'ailleurs toujours, parce qu'il est champion de Michelin cette année. Donc non, Isaac, c'est parti comme ça. Et puis la victoire à Monaco a tout déclenché derrière. Isaac, si tu vois ces images, je te follow sur Insta. Joyeux anniversaire, Isaac. D'ailleurs, c'était hier, je crois. Ah bah voilà. Joyeux anniversaire. Je ne le savais pas. Écoute, bon anniversaire. Et on t'attend sur le plateau d'RS pour parler de tout ça. Ce serait magnifique. Ce serait très cool. Parfait. On va parler de toi, évidemment, mon cher Mathis. Tu roules en Ligier European Series avec des pneus Michelin chez Trajectus Motorsport. L'équipe de Benoît Tréluyer, est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est cette Ligier European Series comme championnat? Alors, c'est un championnat, donc c'est vraiment la première marche dans la pyramide en fait, mise en place par l'ACO. Donc, c'est un championnat, donc Ligier European Series, donc, qui engage que des Ligiers, avec 2 catégories de voitures, donc les GT. Donc comme on a en fait au Mans, aux 24 heures avec les GT3, nous c'est les JS2R, donc c'est la petite catégorie de la GT. Et nous, JSP4, c'est les bébés hypercars, pour vulgariser. C'est bien. Pour monter justement dans la pyramide, puis faire du LMP3, puis du LMP2, et puis pour les meilleurs d'entre nous, passer en hypercar derrière. Donc c'est un premier championnat qui est super intéressant en plus pour les jeunes, puisqu'on roule en même temps que le LMS et le Mans Cup. Donc c'est sur les mêmes meetings, un peu comme la F2, la F3. Donc c'est un peu la même chose. Donc c'est super intéressant pour nous de pouvoir nous montrer niveau international, parce que le niveau est aussi
ça roule. Enfin, il y a plein de pilotes européens aussi qui roulent, donc c'est un championnat d'Europe. Et toi qui as connu le grand circuit du Mans, je pense que tu vas en parler dans quelques instants, Donald, mais tu as connu la LMP3. Le fait de rouler dans l'équipe de Benoît Tréluyer, c'était un vrai choix de ta part pour vraiment exploiter tout le potentiel de cette pyramide? Tout à fait. En fait, je voulais donner un nouveau souffle un peu à mon projet. C'est vrai que ça faisait 2 ans que je roulais en LMP3, que j'étais parmi les 10 meilleurs, parce que justement, je me battais face à Malte Jacobsen, qui est maintenant en hypercar. On était toujours très proches. Enfin, j'étais toujours à moins de 2-3 dixièmes de ses perfos en P3. Donc, j'arrivais vraiment pas à passer la catégorie supérieure, parce que financièrement, il faut financer. Et moi, malheureusement, j'ai pas l'opportunité d'avoir des parents qui sont multimillionnaires ou quel dommage, ça se joue à rien. Ça joue à rien. Dommage. Non, par contre, toi, tu vas pas le dire, mais moi, je vais te le dire, ça dépend aussi de tes équipiers. Et il y a des fois des équipiers et qui j'ai toujours eu des équipiers un petit peu moyens. Donc c'est vrai que ça n'a pas aidé à monter. Donc là, j'avais vraiment ce projet-là avec Benoît qui m'a vraiment poussé un peu pour... Comment il t'a repéré? En fait, j'ai pris contact avec lui en fin d'année dernière. Et voilà, juste informel pour avoir un peu son point de vue sur mon projet. Parce que moi, j'étais à un moment où je savais plus trop où aller. Donc voilà, on était juste restés un peu en échange. Et puis au mois de janvier, il m'appelle, il me dit écoute, on va monter la P4 pour faire monter son équipe, parce que Trajectus, c'est la 2e année que l'équipe a été créée. Elle a été créée l'an dernier par lui pour faire de la JS Cup France. Ouais. Donc là, le championnat français justement de 2R, donc la petite GT qui roule avec nous en Ligue européenne. Et donc c'était ses débuts avec la JSP4 et il voulait absolument m'avoir. Il m'a dit on lance le programme si tu viens, sinon on ne le lancera pas. Donc moi je me disais que ça pouvait avoir du sens pour moi de redescendre, mais vraiment être en mesure de me battre. Oui, parce que tu as été champion quand même en Ultimate Cup en LMP3. Ouais. Donc tu connais bien la LMP3, tu as roulé à Road to Le Mans sur le grand circuit des 24 heures et ça s'est bien passé parce que tu as mené la course. C'est ça, ouais. J'ai fait même des tests en LMP2. Enfin, j'avais une expérience qui était vraiment, vraiment grande. Et donc ça m'a bien aussi servi cette année, parce qu'on partait vraiment de loin, on n'avait pas fait d'essai, donc on est arrivé un peu court en termes de prépa cette année, mais bon, là, on se bagarre parmi les meilleurs, donc on est vraiment remonté et on a fait un super boulot. Donc ça donne quoi justement sur ta saison là? Alors, après la première course, on était dernier du championnat, on était 15e, là on est remonté 6. On a raté Silverstone parce qu'on se fait percuter. À Spa, on se fait percuter aussi. Enfin, un peu compliqué. Sinon, on pouvait jouer les podiums sur les 4 dernières courses. Donc c'est motivant. Donc c'est très motivant. Ton aptitude. C'est très très top. Et puis ça se passe super bien. Enfin, Benoît, c'est vraiment. J'ai jamais vu un passionné à ce point dans ce sport. Il met vraiment énormément d'énergie. Toute l'équipe qu'il a montée est vraiment top et on a vraiment des super bons ingrédients pour performer. Donc c'est top. Raconte-nous, ça fait quoi de rouler sur le grand circuit, sur les 13 km de Le Mans, quand on est sartois comme toi? C'est inoubliable, c'est une émotion quand tu sors de l'après-grille, ça y est, t'es parti. C'est vraiment, vraiment incroyable. Moi, je l'ai fait la première fois à 18 ans, le grand circuit. Donc c'est vrai que c'est juste énorme. Moi, je retenais les larmes quand j'ai pris tout droit avant d'aller à la chapelle. C'est vrai que c'était une sensation. En plus, je commençais la première séance, les premiers FP, de la voiture, c'était moi qui étais en premier dedans, donc c'est vrai que c'était top. Et le circuit du Mans, c'est juste un truc de ouf. Il y a plein d'asphaltes différents, les virages sont magnifiques. Il y a rien à acheter en fait. Le Mans. Tu fais pas mal de simulateurs aussi chez avec JN Orion notamment, qui a été aussi multiple champion. Ouais. Ça t'a beaucoup aidé avant justement de rouler pour la première fois? Ah oui, c'est super important parce que le circuit est tellement grand. Puis en Le Mans Cup, on fait 10 tours d'essai, il y a les qualifs tout de suite derrière et les 2 courses, donc on n'a pas le temps de découvrir. En fait, on est à peu près dans le rythme en fin de course 2. Donc c'est un petit peu, donc c'est super important. Les simulateurs aujourd'hui, on le voit notamment. Tu parlais tout à l'heure de Chris Lulam qui a super bien fait la transition. Et c'est vrai que aujourd'hui le simulateur, ça permet vraiment de bien préparer les choses et d'avoir de bonnes performances. Mathis, tu roules en Légie European Series, mais des voitures, tu en as piloté un paquet. Est-ce que tu as un souvenir, une anecdote sur une voiture qui t'a particulièrement marqué ou un événement sur le circuit qui a marqué ta vie de pilote à jamais? Il y en a beaucoup. Moi, je pense que le plus beau jour de ma vie, c'est quand j'ai eu l'occasion de tester la LMP2. Parce que c'était la voiture la plus extrême que j'ai jamais pilotée. J'espère pouvoir un jour avoir encore mieux. C'est l'idée avec où? C'était au Portugal? Portimao en plus, sur l'un des plus beaux circuits du monde. Donc c'est vrai que c'était génial. Et puis la journée s'était super bien passée. Donc
Donc non, franchement, cette voiture-là, c'est celle que je retiens le plus parce que ça pousse super fort, le châssis est incroyable, ça passe vite de partout et c'est vraiment des superbes autos. Et en plus, c'était celle qui était bridée avant qu'il les redébride cette année, donc ça doit être un truc de malade maintenant. Et tu étais dans les chronos, c'était quoi Dans les chronos, j'étais à 8 dixièmes de Gabriel Aubry, qui est certainement le pilote à l'époque qui avait le plus roulé au monde dans la P2, donc non, c'était vraiment bien. J'avais justement la proposition pour faire le LMS et les 24 l'année d'après avec 2 équipes. Malheureusement, les budgets ont fait que c'était d'autres choses qui fallait que je priorise. C'est ça qui est fou et c'est important qu'on le dise aussi ici parce que c'est pas le talent en fait qui te manque, c'est le budget. Juste du budget. Ouais, non, mais je veux dire, il y a quand même cette comme notion. Tout le monde, hein. Comme beaucoup, c'est ça. On est beaucoup dans la situation. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, le sport auto, je pense que dans la moto, ça l'est aussi beaucoup. Moins. On a encore une chance en moto. Ouais. Alors j'ai du mal à me rendre compte justement. Xavier Siméon, parce qu'il y avait un très bon pilote qu'on aura un jour sur l'autistique, qui était très très bon en karting. Et son papa voulait vendre sa maison. Xavier m'a dit, mais là, laisse tomber, en voiture, c'est... Oui, alors qu'en moto, tu peux y arriver encore. Je pense que tu vas penser à ça. Esteban Ocon, son papa a vendu le garage et sa maison. Non, mais s'il fait pas ça marche sans argent. Non, mais ça aurait pu ne pas marcher pour les Ocon. Bien sûr. Si le papa ne vend pas le garage, enfin pas le garage, la maison, et mais ça, c'était quoi, il y a 15 ans? C'était, il y a 15 ans. Eh oui. Aujourd'hui, ça a quand même beaucoup évolué. Les coûts des saisons s'envolent. Aujourd'hui, il faut être soit très très, soit. Ou alors il y a un truc encore qui peut te sauver. Oh là là. Non. C'est faire un très très gros mariage. Ah oui. Ouais. En choisissant bien, t'as dû le ciné. C'est ça. Ça peut le faire comme ça, mais c'est pas mon plan number one, on va dire. Pour le moment, on va essayer de se focus à trouver des partenaires. La famille Habsbourg, je crois, est pas mal. Ton objectif, c'est quoi? C'est le WEC, là, plus ou moins court terme? Alors, court terme, non. On va être ambitieux, mais mesuré quand même malgré tout. On va dire que d'ici 4 ans, l'idée, c'est d'être en hypercar en WEC. Moi, je te dis, c'était court terme. Alors, pour moi, c'est quand même très long terme, entre guillemets. Maintenant, en tout cas, la volonté que j'ai aujourd'hui, c'est de pouvoir... puis Benoît est plutôt dans cette dynamique-là, ce qui veut vraiment essayer de m'aider à monter jusqu'au plus haut niveau. En tout cas, c'est ce qu'on est en train d'essayer de mettre en place. Donc l'idée, c'est de pouvoir remonter l'an prochain en Le Mans Cup déjà, en LMP3, ça, il n'y a pas de doute. Et puis après, forcément, remonter les catégories. Donc on espère qu'en hypercar, on puisse y être d'ici 4-5 ans. C'est reculer pour mieux sauter, mais d'un autre côté, si tu as une occasion, une opportunité avec des partenaires, tu iras bien sûr, en LMP2. En fait, ça dépend. C'est uniquement aujourd'hui, c'est seulement le budget. Moi, je peux aller je pourrais rouler en LMP2 aujourd'hui. Je pense que ce serait intelligent de faire une saison de P3 pour être vraiment très vite. Aujourd'hui, en P4, je suis dans les 3 meilleurs. Donc, confirmer ça en LMP3 l'an prochain. Et puis, si j'ai l'opportunité de faire dès 2028 le step en P2, forcément, ce serait bien. Maintenant, ça va que dépendre du budget. Aujourd'hui, j'ai tout ce qu'il faut pour aller jusqu'en hypercar. Maintenant, c'est qu'une question financière. Donc. Et c'est que toi qui les cherches, les budgets aussi? C'est principalement, oui. J'ai pas de réseau. Mes parents sont salariés tous les deux. Donc, à la base, on ne vient pas pour faire du sport auto. C'est fou. Hein. C'est juste les opportunités qui m'ont mené là et le fait que je sois dans les meilleurs à chaque fois depuis le début. Sinon, je ne serais pas là. Quel est ton objectif pour ta fin de saison actuelle? Essayer de faire le meilleur résultat possible. On a fait des podiums déjà, un podium à Spa, on aurait pu en faire d'autres. Donc là, l'idée, c'est de faire la victoire à Portimao, je pense. Avoir un top 5 pour clôturer le truc, peut-être. Pour clôturer le truc, ouais. Si c'était bien. C'est pas tant l'idée, c'est vraiment de finir le plus fort possible la saison. Le championnat, de toute façon, on ne pourra pas se battre pour, on y allait pour gagner. Bon, c'est pas possible. Donc on va juste se focaliser pour essayer de faire le meilleur résultat possible. Et puis voilà. Très si bien. on peut faire une victoire, c'est clairement ce qu'on peut souhaiter. Et ce sera ma dernière question. Est-ce que tu sais déjà à quoi ressemblera ta saison 2026? C'est ce que tu vas faire? Pour le moment, non. Encore une fois, pour faire le lien, c'est uniquement financier. Très clairement, aujourd'hui, l'idée, c'est faire le Le Mans Cup en P3, idéalement en pro, parce qu'il y a 2 catégories depuis cette année en Le Mans Cup. On peut rouler soit avec un AM, soit rouler avec un autre pilote semi-pro ou pro. Oui, un jeune. Un jeune, exactement. Un équipage... Comme Hugo Schwartz et Adrien David qui ont gagné avec Air-Race, justement, cette année. Donc voilà, l'idée, c'est de pouvoir faire ça. Et puis potentiellement faire d'autres programmes aussi, si j'ai des opportunités aux États-Unis ou rouler ailleurs aussi, parce que plus on roule, plus on est rapide, de toute façon. Et voilà, essayer de multiplier les expériences et puis se fermer aucune porte, finalement. Donc, très bien. J'ai quand même une dernière question. Ah, alors oui. Aujourd'hui, toi, tu viens d'un milieu où on n'est pas dans les sports mécaniques, où le budget ne coule pas à flot. Comment on peut arriver à démarrer les sports mécaniques aujourd'hui? Tu vois quoi? C'est toujours full karting? Est-ce que l'e-sport peut aussi aider? Ou est-ce que c'est des filières, la FFSA, des volants à gagner? Comment tu verrais
Quel conseil tu pourrais donner à un jeune qui voudrait se lancer dans le sport méca aujourd'hui? Un jeune, aujourd'hui, déjà, il faut avoir une grosse volonté. Il faut y aller vraiment. Parce que moi, j'y suis allé, on y allait vraiment pour s'amuser au début. J'ai gagné le volant assez haut, je ne devais pas participer de base. On y allait juste parce qu'on avait le championnat du monde de karting et on a vu qu'il y avait un volant en même temps, donc on s'y inscrit par hasard. J'ai gagné la sélection et j'ai gagné le volant. Et puis, de fil en aiguille, j'en suis arrivé là où j'en suis aujourd'hui. Mais effectivement, il faut saisir les opportunités. Il faut Comment être les chercher? passionné. Karting, vraiment? Pour moi, je pense que le karting, c'est une bonne école. Il n'y a pas besoin de faire des grosses saisons, parce que le karting, ça coûte très vite cher. Ouais. Faire du sport, je pense que ça peut ouvrir certaines portes. Il y a différentes filières qui se créent. Max Verstappen, bien sûr. Emotion aussi. Louis Perrault, ouais. Louis Perrault avec LPS Simu, je crois, si je ne me trompe pas, qui effectivement propose des choses. Il y a le feed racing aussi. Il y a eu la finale, je crois, cette semaine, il me semble. Exactement. Ça, c'est une super bonne filière pour ceux qui ont un petit peu d'expérience et qui veulent se lancer en voiture. Après, il y a plein d'opportunités. Il y a d'autres catégories que la Ça fait Formule déjà 4 pas mal de aussi. pistes que tu dis, c'est vrai. J'essaye d'ouvrir le plus large possible parce qu'il y a très peu de chances aujourd'hui de pouvoir vraiment monter. Il y a la Formule Ford aussi, il y a l'endurance. La Formule Ford, on est déjà sur le gros budget. Formule Ford, non, pas tant, parce que c'est assez accessible. Je pense que c'est la catégorie avec la Fun Cup, ça coûte cher. Mais même la Fun, ça coûte cher. Moi, j'ai fait quelques courses. La Fun, tu le sens passer, hein. Ouais, Et pourtant, c'est une des catégories les moins chères. Les moins chères, ouais. Non, mais ça coûte très vite, très cher. C'est le sport méca, c'est ça. À un moment donné. Ton week-end, il est à 10 000. Il y a les midgets aussi qui sont pas préparés, mais ça coûte aussi un petit peu. Il y a midget, il y a Formule Ford, il y a plein de catégories possibles. Voilà. C'est une bonne réponse. Merci pour tout, Mathis. C'était un plaisir de t'avoir. On te retrouve sur tes réseaux, sur Instagram et autre part. C'est là-dessus que tu communiques? Partout. Moi, je suis dispo partout. Suivez-moi partout. Envoyez-moi. J'ai mon RIB qui est là. En tout cas, c'est Mathis Poulet, tout attaché. Ouais, partout. Ouais. Très bien. Exactement, sur tous les réseaux sociaux, principalement Instagram, LinkedIn, TikTok. En fait, je suis vraiment présent. LinkedIn, c'est bien pour les partenaires. Ah oui, voilà. Mais pour ta com, c'est Instagram. C'est Instagram, exactement, c'est ça. Parfait. Merci beaucoup. Merci mon cher Rémi. N'hésite pas à continuer à bien te raser, c'est magnifique. Tu es resplendissant. Ouais, c'est parfait. T'as pas un 93 caché quelque part? Tu nous as pas fait ce petit peu... T'es persuadé? Sors ton casque, enfin. J'ai beaucoup de respect. J'ai eu énormément de plaisir à commenter l'entière carrière de Valentino Rossi. Je sais. Et c'était très très bien aussi. Et voilà. C'est beau. Arrête de croire que je suis fan de Marquez. Mais si. Ce que Marquez fait, c'est juste énorme. C'est cool. Ouais, c'est clair. Et ça a été remarqué. Exactement. Et ça a été remarqué les victoires françaises également, avec Alpine en endurance. Et on a eu de belles choses. C'est une belle émission. Merci à tous les trois et à vous qui nous regardez sur le chat sur Twitch. Et merci à sur YouTube. ceux qui nous regardent sur YouTube. J'allais le dire. Merci quand même. Enfin, franchement, on est présent. Nous aussi, on est présent partout. Il me saoule. Bon, on se retrouve même endroit, même heure pour votre dose de sport méca. À la semaine prochaine. Salut.